Mesdames, Messieurs, bonjour. On s'excuse, on a eu un petit problème de connexion du côté d'Adventis, mais nous sommes enfin réunis pour commencer ce webinaire. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de l'international consacré à la Turquie. Nous avons la chance d'accueillir Claire et Nesliane qui représentent notre membre Adventis et qui se présenteront ultérieurement. Je vous informe que ce webinaire est enregistré et que le replay vous sera envoyé. Pour des questions un petit peu plus logistiques, le webinaire durera 45 minutes avec 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Je vous invite donc à poser vos questions dans l'espace prévu à cet effet ou bien dans la conversation. Sans plus attendre et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, voici quelques informations sur notre réseau. Donc Globaliance est un réseau d'experts pays qui a été créé en 2015 et qui regroupe à l'heure actuelle 12 experts multisectoriels basés à l'international. Aujourd'hui, nous sommes basés dans plus de 70 pays avec une expérience moyenne de 25 ans en local et nous regroupons aussi plus de 750 collaborateurs à travers le monde. Nos solutions regroupent l'ensemble des volets d'internationalisation des entreprises et nos experts sont en mesure d'intervenir aussi bien sur des sujets import que des sujets export. Voici les points de contact au sein de Globaliance. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Et sans plus attendre, je laisse la parole à nos expertes pour nous parler du sujet Comprendre pourquoi la Turquie s'impose comme un marché stratégique à l'international. Claire, Nesliane, je vous laisse désormais la parole. Merci Manon. Aujourd'hui, moi je suis Claire Acténise de la société Adventis. Je suis accompagnée de ma collègue Nesliane Herman et l'objectif c'est de vous présenter rapidement aujourd'hui la Turquie à travers quelques repères macroéconomiques, les secteurs prioritaires. Nous en avons sélectionné 9 pour ensuite terminer sur comment accéder à ce marché et puis nous répondrons bien sûr à vos questions-réponses. Donc je vais démarrer avec quelques mots sur qui sommes-nous, que fait Adventis. Cela fait 23 ans maintenant que nous accompagnons les entreprises françaises historiquement et les entreprises internationales sur le marché turc dans des secteurs divers. Nous avons une équipe en fait pluridisciplinaire, franco-turque majoritairement, une équipe donc multicasquette et surtout qui comprend des experts juridiques, fiscaux, financiers, réglementaires, donc pour pouvoir couvrir tous les besoins critiques des investisseurs, des exportateurs en Turquie, et notamment aussi des experts dédiés à certains marchés particuliers comme la santé et la défense. Donc aujourd'hui, nous accompagnons les entreprises de la définition de leur stratégie de pénétration du marché jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle du projet. Donc notre accompagnement est vraiment focalisé sur une approche terrain opérationnelle avant tout. Et donc, nous allons vous accompagner sur des sujets comme l'analyse stratégique du marché, la recherche de partenaires distributeurs, par exemple, ou encore la qualification de fournisseurs, mais aussi avec des supports particuliers comme la prospection commerciale active en votre nom auprès de vos clients, l'implantation commerciale ou industrielle. Et nous allons aussi vous proposer des solutions RH clés en main, comme du portage, et tout support, en fait, selon votre besoin, quel que soit le secteur, de manière sur mesure. Alors aujourd'hui, nous sommes assez fiers d'avoir établi un réseau solide de partenaires. Donc, c'est un véritable gage de confiance pour les entreprises que nous accompagnons. L'année 2026 a été marquée par de nouveaux partenariats notamment. Donc nous avons été sélectionnés spécialistes du marché pour la plateforme navigateur global de Santander et nous avons aussi obtenu le label EFE. Et bien sûr, c'est d'ailleurs dans ce cadre aujourd'hui que nous animons ce webinaire. Nous sommes un membre fondateur du réseau Globaliance et nous faisons aussi partie du réseau Médicaliance, dérivé de Globaliance qui est expert sur la santé. Donc je démarre maintenant avec quelques repères macroéconomiques sur la Turquie. On va commencer par la position géostratégique de ce pays. Alors, par expérience, on le voit, hein, les entreprises françaises et européennes ne pensent pas toujours à la Turquie comme un premier pays export. Elles vont naturellement regarder des marchés voisins, européens ou des marchés francophones. Mais ce qu'on voit sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est que finalement,
il y a beaucoup d'entreprises qui réalisent qu'il y a un pays situé au centre de tous ces marchés qui permet d'accéder de manière très efficace, c'est la Turquie. C'est un véritable point de connexion entre l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, comme vous pouvez le voir. C'est un pays qui se situe à 5 heures de vol de plus de 50 capitales. C'est un emplacement qui vraiment, naturellement, en fait, joue un rôle de corridor naturel énergétique, de plateforme commerciale. C'est aussi un pays important en termes de tissu industriel. Et surtout, en fait, la Turquie a l'avantage d'être un membre de l'Union douanière avec l'Union européenne, ce qui en fait d'ailleurs un partenaire privilégié. Et c'est le partenaire numéro un du commerce international pour la Turquie à l'import-export. Comme vous pouvez le voir aussi, la Turquie a 8 pays voisins frontaliers, donc c'est un véritable hub pour la région Moyen-Orient, Caucase, Asie centrale. Et d'ailleurs aussi, la Turquie est maintenant un partenaire incontournable aussi en Afrique, notamment grâce à ces très grandes entreprises du secteur de la construction ou encore dans la santé. Et je dirais ici, au-delà d'être un partenaire dans l'accord douanier UE, la Turquie est aussi membre de nombreux organismes. Elle fait partie du G20, elle fait partie de l'OTAN, de l'OCDE et participe à de nombreuses organisations régionales. Elle possède de nombreux traités aussi, des accords de double non-taxation avec beaucoup de pays. Donc c'est un partenaire à l'international qui est vraiment incontournable aujourd'hui. Sur le plan économique, on le voit à l'évolution du PIB, la Turquie maintient une trajectoire de croissance, je dirais, assez soutenue. C'est une croissance qui reste positive depuis une quinzaine d'années malgré des chocs majeurs. Aujourd'hui, en 2025, la croissance enregistrée était de 3,6%, ce qui positionne la Turquie 17e puissance économique mondiale. Cette résilience, elle s'explique par plusieurs facteurs. Donc, il y a une politique de croissance qui est fondée à la fois sur le soutien à l'investissement et notamment à la production, avec beaucoup de grands projets, notamment donc, en partenariat public et privé, avec vraiment un objectif de soutenir l'appareil productif et les exportations. Donc, l'économie turque aujourd'hui, elle s'appuie sur une base industrielle solide, diversifiée, qui va à la fois alimenter le marché local et les débouchés export. Cette résilience, elle repose aussi sur une politique de stimulation de la demande intérieure. On a la consommation intérieure qui représente presque 60% du PIB, ce qui est un chiffre très important. Et on le voit aujourd'hui, donc le PIB en parité de pouvoir d'achat, qui est proche de 44 000 dollars par habitant, confirme que la Turquie est considérée en tant que pays à haut revenu par l'OCDE. Dans ce schéma de résilience, on peut citer le rôle important du système bancaire qui est solide, avec encore une fois une politique qui va pousser donc au crédit. Le gouvernement met en place des incitations stratégiques et très avantageuses en fonction de votre zone d'investissement. Vous avez aussi une pression fiscale qui est moindre que beaucoup de pays de l'OCDE, ce qui contribue à préserver donc cette dynamique d'investissement et de croissance. Bien sûr, il y a des fragilités. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, hein, sur le plan notamment inflationniste, même si on voit une normalisation ces derniers temps. Mais aujourd'hui, avec donc, les nouveaux conflits dans la région, cette normalisation va être de nouveau déséquilibrée, forcément avec la hausse notamment sur les intrants énergétiques dont dépend beaucoup la Turquie. C'est d'ailleurs le premier poste import en ce qui concerne la Turquie. Alors, je vous le disais, donc la Turquie, c'est un hub de par cette position géographique stratégique, mais c'est aussi un marché domestique à lui seul, assez important. On a 24 métropoles, donc de plus d'1 million d'habitants, et 10 de plus de 2 millions d'habitants. Istanbul, à elle seule, concentre 20% de la population et également donc, du PIB. Et cela veut dire pour les entreprises qui arrivent en Turquie que vous avez en fait une facilité d'accès, puisque vous avez des bassins de consommation qui sont assez denses, bien connectés et qui sont souvent structurés autour de zones industrielles ou logistiques. Donc aujourd'hui, au-delà de simplement les grandes capitales de l'Ouest, vous avez aussi des grands bassins à l'Est du pays. L'un des atouts majeurs de la Turquie, c'est sa population. 87 millions d'habitants aujourd'hui, une population assez jeune, avec un âge médian d'environ 34-35 ans. C'est une population qui est très urbanisée et qui est aussi connectée.
Vous avez donc une population en âge actif assez importante. Et en fait, cet atout démographique, c'est vraiment cet atout démographique qui soutient à la fois la consommation, l'adoption rapide des services numériques, donc l'adoption digitale, et aussi c'est une main-d'œuvre donc qualifiée et qui offre une capacité de production élevée. Au niveau donc, de la société connectée, je peux vous dire aujourd'hui que la Turquie compte 77, un peu plus de 77 millions d'internautes, donc un taux de pénétration Internet assez élevé, au-dessus de 88%, 55 millions d'identités actives de réseaux sociaux. Les Turcs sont très friands des plateformes de réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Twitter. Et donc, c'est un marché très réceptif aux usages numériques et à l'e-commerce. Il y a une forte consommation digitale en Turquie. Le paiement digital est massifié. On va compter plus de 460 millions de cartes en circulation. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, un marché habituel à la transaction qui consomme en ligne, physiquement et avec des paiements, donc des usages de paiement très diffusés. Et surtout, il ne faut pas oublier aussi cet atout démographique. Donc, ce n'est pas simplement un marché de consommation, mais c'est aussi une base industrielle compétitive, puisque malgré l'inflation, les coûts restent quand même plus favorables qu'en Europe de l'Ouest. Ils sont bien sûr au-dessus de l'Asie low cost, mais la proximité à l'Europe et en fait, quand vous regardez le coût complet livré, ça reste un pays encore attractif. Donc, c'est vraiment toute la force de la Turquie aujourd'hui, produire prêt, livrer vite et servir plusieurs marchés à partir d'un même hub. Et puis, la Turquie n'est pas juste donc, son propre marché intérieur aussi, c'est un marché qui bénéficie d'un potentiel touristique important. C'est pas simplement du tourisme balnéaire ou culturel historique comme on peut le connaître, même si ce sont des segments importants. De plus en plus, la Turquie est reconnue pour le tourisme médical. C'est d'ailleurs devenu même un cliché au niveau de l'implant capillaire. Donc, tous ces atouts pardon, contribuent à renforcer la consommation dans de nombreux secteurs, qu'il s'agisse de la santé, du tourisme ou des services. Sur le plan donc, des repères économiques, je vais résumer un petit peu aujourd'hui ce qu'il faut retenir sur la Turquie. C'est un pays qui offre plusieurs atouts. Donc, hub logistique, commercial, industriel majeur, idéalement positionné. C'est vraiment une porte d'accès à une zone de plus d'1 milliard de consommateurs à proximité. C'est un partenaire privilégié de l'Union européenne, donc grâce à l'union douanière, qui est fortement intégrée dans les chaînes d'approvisionnement régionales. C'est aussi un pays de facto aligné au niveau réglementaire avec l'Europe, ce qui facilite beaucoup votre entrée donc, sur le marché. C'est également donc, une économie résiliente, comme on l'a vu, diversifiée, qui est capable d'absorber des chocs et de maintenir une dynamique dans la durée. C'est un marché intérieur fort, avec une population nombreuse, jeune, connectée. Et en fait, c'est aussi un pays qui va offrir un environnement favorable aux affaires. On a une fiscalité compétitive, une base industrielle développée, des coûts de production attractifs pour de nombreux secteurs. Aujourd'hui, le gouvernement a une véritable politique de soutien à l'investissement, donc il y a une véritable volonté d'attirer l'investissement direct étranger. C'est d'ailleurs ce qui explique que la Turquie se positionne quatrième mondiale selon Ernst Young en termes d'attraction d'investissement direct étranger. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Nesliane. Ce que je vous dirais de retenir ici, c'est que la Turquie est un marché de production donc de connectivité internationale. Nesliane, donc je te laisse présenter les secteurs aujourd'hui qui offrent le plus d'opportunités à l'export. Merci Claire. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous présenter du coup de manière très concrète les opportunités qui existent en Turquie. Et pour cela, nous avons donc identifié 9 secteurs qui présentent donc beaucoup de besoins sur le marché local et également une forte ouverture aux partenariats internationaux. Donc ici, l'idée, c'est pas de vous détailler tous les chiffres clés, mais de vous donner vraiment les caractéristiques principales de chaque secteur et ainsi que les besoins qui émanent le plus de ces secteurs. Alors, on va commencer par l'agriculture et l'élevage. Donc, c'est un secteur qui est vraiment fondamental en Turquie. Donc, juste quelques chiffres pour illustrer la force du secteur. La Turquie, c'est le premier producteur en Europe, le premier producteur agricole d'Europe, le 7e au monde. C'est un secteur qui pèse 6% du PIB et qui concentre donc environ 20% de l'emploi total du pays. Côté élevage, la Turquie a également une base très forte. C'est le deuxième producteur d'œufs en Europe, le troisième pour le lait, le deuxième pour la volaille. C'est le premier producteur pour l'aquaculture à l'échelle européenne. Côté transformation agroalimentaire également, c'est un secteur très mature avec environ 43 000 entreprises.
D'ailleurs, la Turquie se hisse dans le top 3 dans la production de beaucoup de fruits et légumes. Je peux citer la noisette, la figue, le coing, le concombre et encore plein d'autres. C'est aussi un secteur qui est très exportateur. En fait, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la Turquie a beaucoup d'avantages et d'atouts structurels. Donc, c'est un fort marché pour l'agriculture. En revanche, elle doit faire face à des vrais enjeux. Aujourd'hui, le stress hydrique, c'est une réalité. C'est l'un des pays où le risque de pénurie d'eau est très élevé, donc du fait de sa géographie. Et on parle même d'une pénurie d'eau d'ici 2030. Donc, et comme vous le savez, dans l'agriculture, l'eau est abondamment utilisée, donc je dirais que c'est un enjeu vital. D'autres enjeux existent aujourd'hui, la forte utilisation malheureusement de pesticides qui parfois même impactent les exportations turques. Et dans cette même logique, il y a aussi une pression sur tout ce qui est traçabilité, qualité et conformité environnementale. Il y a également de vrais besoins en termes de modernisation. La chaîne du froid, par exemple, reste incomplète. La Turquie est également fortement dépendante des importations sur certains intrants. Par exemple, 85% des additifs sont importés. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un secteur qui est très solide, déjà exportateur, assez mature, mais qui a une vraie, je dirais, marge de montée en gamme. Donc aujourd'hui, les opportunités ici se situent surtout sur tout ce qui est technologie de transformation, logistique, notamment frigorifique, tout ce qui est intrants agricoles et aussi tout ce qui est système de contrôle qualité. On passe maintenant au secteur de la mobilité. Donc la mobilité et le transport, ce sont des grands secteurs stratégiques en Turquie parce qu'en fait, c'est directement lié, je dirais, à la vocation du pays d'être un hub, comme on l'a vu tout à l'heure, un hub entre l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et en ce sens, beaucoup d'investissements publics sont réalisés pour justement développer le transport. Aujourd'hui, l'enveloppe budgétaire du ministère des Transports est d'environ 17 milliards de dollars, donc c'est une belle enveloppe. Et aujourd'hui, le ferroviaire, c'est la grande priorité du gouvernement. C'est vraiment la filière prioritaire que l'État souhaite développer. Le ferroviaire absorbe d'ailleurs 34% de ce budget. Et à long terme, on parle de 68 milliards de dollars d'investissements qui sont prévus uniquement sur le ferroviaire d'ici 2053. D'autres moyens de transport sont évidemment utilisés en Turquie. Les routes sont notamment utilisées pour tout ce qui est transport de personnes et de marchandises. C'est le moyen de transport le plus utilisé. Et c'est pourquoi la Turquie a beaucoup développé toutes ces routes et a beaucoup développé donc, les autoroutes et également les routes à chaussée séparées. Aujourd'hui, les autoroutes en Turquie, c'est environ 3800 km, avec l'objectif d'atteindre 8000 km. Juste pour comparer, aujourd'hui, la France est 11 000 km d'autoroutes. Donc, concernant le ferroviaire, je l'ai dit, c'est vraiment la priorité du gouvernement. Aujourd'hui, il faut le savoir, en plus de développer ces lignes ferroviaires, aujourd'hui, le pays est capable de produire ses propres trains. Elle fabrique ses propres trains électriques et est en train de développer également son TGV. D'ailleurs, les premiers essais sont prévus cette année. Le maritime également est un moyen de transport très développé. La Turquie est entourée de mer et la majorité de ses échanges commerciaux sont réalisés par le transport maritime, environ 70-80%. Et puis l'aérien, alors l'aérien c'est vraiment symbolique en Turquie, plus particulièrement Istanbul, qui est vraiment le hub aérien non seulement de la Turquie mais également de la région. Aujourd'hui, l'aéroport d'Istanbul, c'est vraiment le symbole de ce positionnement de hub. Il se classe 6e, 7e aéroport le plus fréquenté au monde. Et aujourd'hui, la Turquie a l'objectif d'avoir un aéroport dans un rayon de 100 km des villes majeures. Et aujourd'hui, c'est 58 aéroports actifs. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la Turquie travaille, je dirais, sur toute une transformation de tous ces flux, donc routes, ports, aéroports, centres logistiques, mais tout ça en prenant en compte des enjeux qui sont évidemment le fait de prendre en compte tout ce qui est infrastructure intelligente, prendre en compte également l'intermodalité et évidemment les mobilités durables aussi. Donc ici, l'enjeu, ce n'est pas de développer uniquement massivement ces infrastructures, mais c'est de les développer, je dirais, de manière plus intelligente. Et on va faire du coup un zoom
sur le secteur automobile, qui est vraiment un secteur clé de l'économie aujourd'hui. Il s'agit du premier secteur exportateur du pays depuis maintenant une quinzaine d'années. La Turquie, c'est le troisième fabricant européen de véhicules, avec 13 constructeurs automobiles aujourd'hui en Turquie. La majorité de cette production est évidemment exportée à hauteur de 85%. Et en fait, au fil des années, ce qui s'est passé, c'est que la Turquie est montée en compétence à travers tout ce qui est transfert de savoir-faire, transfert de technologies et partenariats internationaux. Aujourd'hui, la Turquie est capable de produire sa propre voiture. Et donc, les véhicules turcs de marque TOG sont sur les routes donc, depuis maintenant 3 ans. Donc, avec le SUV que vous voyez à l'écran, qui est d'ailleurs 100% électrique. Et d'ailleurs, l'électricité et l'électromobilité en général, c'est un autre enjeu majeur de tout ce qui est transport et mobilité. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a un basculement très net et très visible vers les véhicules électriques, dont les ventes ont progressé de 82% l'an dernier. C'est à peu près 190 000 véhicules électriques qui ont été commercialisés, avec évidemment TOG en première position, et également Tesla, qui a été très vendu. Aujourd'hui, le chiffre à retenir, c'est que les véhicules électriques, c'est environ 17-18% du parc automobile en Turquie. Donc, pour résumer ici sur transport et mobilité, les besoins sont vraiment très concrets. C'est un secteur qui est déjà là, mais dont la transformation est en cours. Il faut ici voir les besoins dans tout ce qui est mobilité numérique, dans tout ce qui est donc composants, tout ce qui est technologie bas carbone et également solutions ferroviaires. Alors, on va passer maintenant au secteur infrastructure et construction. Donc, je dirais c'est un pilier historique du pays depuis ces 20-25 dernières années. La Turquie a mené une politique donc, de grands travaux qui a fait évoluer le pays massivement. Donc, vous voyez en photo ici quelques illustrations de méga projets qui ont été réalisés. Aujourd'hui, l'enjeu, il est clair. Il y a une forte urbanisation, comme on l'a vu, donc un besoin chronique en logement, plus de 600 000 nouveaux logements par an. La Turquie a besoin de 600 000 nouveaux logements par an pour répondre à ce besoin d'urbanisation. Et puis en plus, il y a une réalité, c'est que la Turquie est sur une zone sismique. Et vous le savez peut-être, il y a 3 ans, la Turquie a connu un très grand séisme. La reconstruction donc post-séisme est également un grand enjeu. Donc c'est un séisme qui a vraiment ravagé tout le sud-est du pays. Et aujourd'hui, des projets sont en cours sur cette zone, des projets qui sont évalués à 46 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le volume qui compte, même s'il est important. Aujourd'hui, c'est plus la qualité technique et la durabilité qui est en jeu. Donc on l'a dit, la Turquie est un pays à fort risque sismique. Donc ici, la nature des besoins évolue en fonction de cette attente-là. Donc qu'est-ce que la Turquie souhaite ici? C'est des matériaux plus avancés, c'est de la construction intelligente et c'est de respecter de plus en plus les normes de sécurité. Là, vous voyez à l'écran deux très grands projets qui sont en cours actuellement. Le premier, c'est le canal Istanbul. Donc, c'est un projet vraiment titanesque qui vise à relier, donc, vous voyez, la mer de Marmara à la mer Noire. C'est un canal artificiel donc, qui sera parallèle au détroit du Bosphore, un peu à l'image du canal de Suez ou du canal de Panama. Et donc, le but de ce canal artificiel, c'est en fait de réduire un peu la congestion du détroit du Bosphore qui est actuellement très très fréquenté, surtout par des pétroliers et ça présente en fait beaucoup de risques, non seulement de pollution mais également d'accidents maritimes. Et en fait, ce qui se joue également ici, c'est en plus du canal, c'est c'est l'émergence des nouveaux quartiers qui vont avoir lieu avec donc la construction de ce nouveau canal. Vous avez également un autre grand projet qui est en cours, c'est le grand tunnel à 3 niveaux sous le Bosphore, donc, qui vise à relier la partie Asie de la partie Europe d'Istanbul. Et ici, l'objectif, c'est de réduire également les problèmes de circulation qui sont très élevés dans cette ville. On va passer au secteur de la défense et de l'aéronautique. Donc, c'est un secteur très stratégique aujourd'hui, vraiment de premier plan pour la Turquie. Et je dirais encore plus d'actualité avec donc, les événements dans la région. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la Turquie a connu vraiment une grande transformation, je dirais en 10-15 ans. Le pays était longtemps importateur
Et aujourd'hui, elle est capable de produire ses propres équipements militaires grâce justement au transfert de savoir-faire et au transfert de technologie. Aujourd'hui, le pays est capable de produire ses propres chars, ses propres drones, ses hélicoptères, ses avions de chasse. On parle de 80% des besoins qui sont satisfaits en local. Donc, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, le marché de la défense en Turquie, c'est 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires et c'est 8 milliards de dollars d'exportation. Donc, aujourd'hui, la Turquie est de plus en plus reconnue sur la scène internationale et notamment est reconnue pour les drones. Aujourd'hui, un quart de ses exportations de défense sont constituées donc de drones. Et donc, plus le secteur évolue, plus il crée de nouveaux besoins et plus le secteur doit monter en gamme. C'est pour ça qu'ici, les besoins se concentrent surtout sur tout ce qui est technologie, composants stratégiques, logiciels, maintenance avancée. D'ailleurs, 1400 projets sont en cours, donc le marché n'est pas du tout fermé comme on pourrait le penser, mais je dirais qu'il est très sélectif. Donc ici, vraiment, les opportunités vont se concentrer sur tout ce qui est, donc, comme j'ai dit, technologie, briques technologiques, produits et composants à forte valeur ajoutée, systèmes embarqués, etc. On va passer au secteur de l'énergie. Donc le secteur de l'énergie, c'est un secteur également prioritaire en Turquie, puisque comme le disait Claire, c'est le premier poste import du pays. Aujourd'hui, la facture énergétique est de 65-66 milliards de dollars. La quasi-totalité du gaz est importée, donc c'est vraiment un sujet structurel pour le pays et c'est pour ça que la Turquie souhaite diversifier son mix énergétique. Et le renouvelable est un grand potentiel pour le pays. Donc l'an dernier, c'était environ 42% de la production d'électricité qui était issue d'énergie renouvelable. Et la Turquie souhaite encore plus développer le renouvelable. Et d'ailleurs, elle a beaucoup d'atouts pour ça. D'abord, une très bonne exposition au soleil. Elle a également une très bonne position mondiale en géothermie. Aujourd'hui, c'est le quatrième pays en capacité mondiale de production d'énergie géothermique. Elle a également un grand potentiel en éolien. Le potentiel est estimé aujourd'hui à 48 000 mégawatts et la capacité installée est uniquement de 12 000 mégawatts. Donc, on voit vraiment un grand gap à combler. Et puis, il faut également noter que la Turquie a fait de belles découvertes de gaz naturel en mer Noire. Donc, une première grande découverte en 2020 de 710 milliards de mètres cubes et une deuxième découverte l'an passé de 75 milliards de mètres cubes. Donc, ça ne supprime pas du tout les dépendances de la Turquie aujourd'hui en termes d'énergie, mais ça renforce en fait la volonté du pays de sécuriser et de diversifier évidemment son approvisionnement. Sachez également que la Turquie aujourd'hui se prépare à construire 3 centrales nucléaires. Donc ici, où se trouvent les opportunités? C'est vraiment donc déjà dans le renouvelable, tout ce qui est réseau moderne, stockage d'énergie, smart grid, et évidemment technologie également pour l'utilisation plus efficiente, je dirais, de l'énergie. Ensuite, on va passer au secteur de la santé, les life sciences. Alors, je dirais ici que le secteur est très porteur. Parce que déjà, il y a une forte demande locale, mais également une forte demande à l'international. On l'a vu aujourd'hui, la Turquie se positionne comme une vraie destination pour le tourisme médical. Donc, quelques chiffres. Dans le pharma, déjà, la Turquie, c'est le 7e marché européen, une taille estimée à 11 milliards de dollars. Côté dispositifs médicaux, là, ça devient intéressant. C'est le 8e marché européen avec, attention, 80% des besoins qui restent importés. Donc, c'est un chiffre conséquent, un taux conséquent, sachant que un quart de ces importations proviennent de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment un chiffre important à retenir ici. Donc, on disait tourisme médical, aujourd'hui, la Turquie accueille environ 2 millions de touristes médicaux. Et donc, là, ça renforce, si vous voulez, les besoins en équipements plus performants et en qualité de service aussi. Et donc, les opportunités ici sont très concrètes. Diagnostic, imagerie, équipements chirurgicaux, tout ce qui est oncologie également, santé reproductive, tout ce qui est système IT hospitalier également sont très prisés, pardon. Et il faut savoir que la Turquie, en fait, a entrepris la modernisation de tout son parc hospitalier. Aujourd'hui, la Turquie a construit, comme vous le voyez sur ces photos, des complexes hospitaliers géants qu'on appelle ici des villes-hôpitaux. Aujourd'hui, 25 sont actifs. Ce sont vraiment des complexes, des infrastructures gigantesques qui accueillent des milliers de lits avec généralement donc, toutes les branches cliniques représentées.
et donc qui vise à répondre et la demande locale, mais aussi et surtout l'international. Ensuite, on passe au secteur FinTech, finance et technologie donc c'est un secteur que je qualifierais en pleine effervescence, vraiment qui est en pleine effervescence. Aujourd'hui, ma collègue l'a dit, beaucoup de digitalisation en termes de paiement. 4 paiements sur 5 en magasin se font sans contact. En fait, la Turquie est vraiment dans un marché qui est déjà digitalisé, je dirais, mais qui cherche à se sophistiquer. Pourquoi? Bah déjà, un fort marché intérieur, 77 millions d'internautes, une population très jeune, un âge moyen de 34-35 ans comme on l'a vu, friand de nouvelles technologies et très réceptif, qui adopte très vite tout ce qui est nouvelles technologies. Et dans ce domaine, la Turquie a vraiment le souhait, la volonté de devenir un véritable hub régional, mais aussi mondial. Et pour cela, elle a même construit un quartier entier qu'on appelle le centre financier d'Istanbul, qui regroupe en fait toutes les institutions publiques et privées donc dans ce domaine-là. Et donc les opportunités, où est-ce qu'elles se trouvent? C'est vraiment un secteur à suivre. Elles se trouvent donc dans tout ce qui est paiement, identité numérique, cybersécurité évidemment, tout ce qui est API bancaire et tout l'écosystème également de réglementation, donc RegTech et InsurTech. On va passer au secteur de la chimie et du plastique. Donc la Turquie, dans ce secteur-là, a une base industrielle vraiment très solide. Donc, c'est environ 6200 entreprises, 200 000 emplois. C'est d'ailleurs le deuxième secteur exportateur du pays après l'automobile. Donc, c'est vraiment un grand marché, un grand secteur. Mais je dirais que le secteur est sous pression aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'abord, il dépend beaucoup des importations sur plusieurs segments. Il est également exposé beaucoup à la volatilité énergétique au niveau mondial. Et puis, il y a beaucoup d'attentes en termes de recyclage et de durabilité. Et aujourd'hui, il faut le savoir, le taux de recyclage est de seulement 36% en Turquie. Donc, ce qui montre qu'il y a vraiment une grande marge de progression à réaliser. Ici, les opportunités se situent surtout sur tout ce qui est résine, intermédiaires, spécialités chimiques, matériaux avancés, emballage durable, modernisation des procédés également. Beaucoup d'acteurs internationaux et des grands groupes sont déjà présents en Turquie, BASF, Henkel, Bayer, etc. Donc ici, je dirais que c'est un secteur déjà très solide, mais qui doit rentrer dans une phase de transformation vers plus de valeur ajoutée et de modernisation. Et je termine donc avec le textile, donc qui est vraiment le marqueur, je dirais, industriel de la Turquie. C'est un secteur historique en Turquie, très structuré, très exportateur, très bien connecté au marché européen. Donc, c'est le deuxième exportateur mondial de textiles et de vêtements après la Chine. Et le pays accueille beaucoup de marques internationales donc, qui produisent en Turquie. La Turquie, c'est produire vite, c'est produire très bien. C'est un marché, les industriels proposent beaucoup de flexibilité, donc c'est à proximité de l'Europe. Et donc, c'est vraiment un marché très important pour la Turquie. Mais je dirais qu'au-delà du volume aujourd'hui, pour que la Turquie puisse rester compétitif, le textile doit vraiment monter en gamme. Donc les opportunités sont plus vers les textiles techniques, les fibres recyclées, les matériaux intelligents, etc. J'ai fini pour ma partie. Je laisse donc Claire reprendre la main. J'espère avoir pu vous éclairer sur les opportunités existantes. Merci Nesliane. Je vais conclure ce webinaire avec la partie accessibilité du marché. Très rapidement, bon, ce sont un peu des conseils, je dirais, qui s'appliquent à tout type de marché à l'international. Votre stratégie, votre accès va dépendre en fait du secteur, du niveau de maturité et bien sûr de vos objectifs et du degré d'implantation souhaité. Mais ce qu'il faut, même si c'est un peu bateau, ce qu'il faut toujours, je dirais, respecter les étapes, c'est qu'il faut être effectivement bien préparé. Donc, même si aujourd'hui la Turquie est alignée de manière réglementaire et vous avez accès à beaucoup d'informations, c'est important de bien maîtriser notamment les plans, les aspects juridiques, fiscaux, avant de construire votre plan d'action. Il faut savoir que la Turquie récompense les entreprises qui s'inscrivent dans une logique de long terme. Donc,
Quand vous choisissez votre mode d'entrée, il faut vraiment réfléchir sur le long terme. Donc, ça peut être de passer par un distributeur partenaire pour, effectivement, selon le secteur, aller plus vite, bénéficier d'un réseau déjà établi. La bonne stratégie, ça peut être d'approcher commercialement directement vos clients. Il faut savoir que c'est pas très complexe en Turquie. Alors, vous allez avoir la barrière de la langue, la barrière culturelle. C'est pour ça aussi que vous pouvez vous reposer sur des experts du marché. La bonne stratégie, ça peut être de créer une structure. C'est assez facile de créer une entreprise en Turquie. C'est un pays qui est bien aligné là-dessus avec à la fois je dirais les codes, que ce soit européens, mais aussi sur au niveau du système bancaire, etc. Si vous avez une logique de sourcing aussi, donc vous pouvez effectivement entrer sur ce marché avec une optique de trouver des fournisseurs plus compétitifs. Donc il n'y a pas de modèle universel, tout dépend de la stratégie du secteur et du degré de présence souhaité. Mais avant d'exécuter en fait votre stratégie, donc voilà, retenez juste peut-être quelques clichés, mais qui sont vrais. Les relations humaines comptent en Turquie. Il faut essayer de comprendre les codes locaux. C'est pas un marché qui se résume au prix. Vraiment, au-delà de ça, c'est pas un marché uniforme non plus. C'est de plus en plus un environnement exigeant au niveau réglementaire. Il ne faut pas s'attendre à un niveau réglementaire léger. On est vraiment au niveau européen. C'est aussi un marché bien sûr très concurrentiel selon les secteurs. Il peut y avoir une compétition à la fois locale mais aussi internationale déjà bien présente. Donc tout ça, ça se prépare à l'avance. Et surtout, il faut penser donc à l'accompagnement adapté. On le vit tous les jours. On a effectivement des entreprises. Le secteur semble peut-être facile, les acteurs sont visibles, etc. Ça peut prendre parfois beaucoup de temps. Le fait juste de tomber sur un mauvais partenaire aussi, ça peut donc prolonger toute votre entrée sur ce marché. Donc, il faut vraiment sécuriser l'entrée pour gagner du temps et accéder aux bons interlocuteurs. Il faut se reposer, je dirais, vraiment sur des partenaires locaux. Donc, c'est pour ça que des entreprises comme Atlantis, Experts du marché turc ou d'autres membres Globalian sont là justement pour vous aider à démarrer en toute sécurité. Et juste avant de terminer, un petit mot. Donc, sachez qu'en tant qu'entreprise française, vous avez des dispositifs très concrets dont vous pouvez bénéficier pour vos démarches à l'export, comme l'assurance prospection de BPI France. Donc, nous, on fait partie des entreprises qui sont agréées pour ces prestations-là. Voilà, donc Manon, je pense qu'on a dépassé un petit peu le temps de parole. Merci à tous Oui, de nous mais avoir écoutés. Donc, si vous avez des questions. merci beaucoup Claire, merci Nesliane pour cette intervention encore une fois très riche et pertinente. Je vous propose maintenant de passer au moment de questions-réponses. Vous avez dû être très clair parce que pour l'instant nos participants n'ont pas beaucoup de questions. Moi j'en aurai une seule. Est-ce que s'il y a trois points clés qu'il faut qu'on retienne, vous pouvez nous le dire en quelques mots, lesquels sont-ils? Oui, c'est vrai que c'est difficile de résumer en trois mots, mais je pense que oui, il faut réfléchir sur le long terme pour la Turquie. Il faut dépasser les clichés ou les préjugés, effectivement, qu'on peut avoir. C'est valable d'ailleurs pour tous les pays, mais on n'est plus du tout. On a beaucoup d'entreprises qui nous approchent avec un aspect très prix. On n'est plus sur un marché prix en Turquie. Il faut vraiment savoir que les coûts vont augmenter. Donc, on est sur un marché à l'export qui cherche de la valeur ajoutée. On est sur un marché sourcing aussi qui propose de plus en plus de la valeur ajoutée. Donc, c'est un peu plus que trois mots, mais oui, il faut réfléchir long terme. Il faut vraiment miser sur les bonnes relations, les bons acteurs, choisir les bons partenaires. Et puis oui, essayer je pense, de s'adapter au marché, de comprendre un petit peu les codes locaux, même si on n'est pas un pays je dirais, très dépaysant par rapport à l'Europe. Je dirais ces trois choses-là. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, c'est très clair. Il me reste à vous remercier tous pour votre présence et vous informer que le prochain webinaire aura lieu le 21 avril et portera sur le Moyen-Orient. Ah, on a une question qui vient de On a une nous petite arriver question. de Solène. Oui. Auriez-vous des exemples clés de projets qui montrent la façon dont la Turquie est une terre d'innovation? Des projets clés. Alors, des projets, des exemples à nous, ça peut Oui. être intéressant. Alors, on a effectivement travaillé sur ma collègue le disait tout à l'heure, sur l'énergie, des projets d'efficacité énergétique, par exemple.
Il y a un tissu industriel très important en Turquie. Vous avez des secteurs qui consomment énormément d'énergie, comme l'acier, le ciment, euh, les papeteries, la chimie, etc. Et donc, vous allez avoir des incitations du gouvernement sur des projets VAP, par exemple, d'efficacité énergétique, pour en fait digitaliser, donc mieux utiliser l'énergie. Alors, c'est peut-être pas forcément innovant pour l'Europe, je ne sais pas, mais il y a effectivement des projets de ce type en Turquie. Après, vous avez les hôpitaux, le secteur de la santé aussi, effectivement, avec tous ces grands hôpitaux, ces grands projets qui demandent de plus en plus donc, technologies de santé avancées. En Turquie, je ne sais pas si on a insisté dessus tout à l'heure, mais on a un système de santé qui est très informatisé. C'est un pays qui se classe vraiment dans le top 5, top 10 mondial au niveau donc, d'hôpitaux sans papier, applications digitales pour à la fois les patients, les médecins. Donc, il y a beaucoup d'innovations dans ce sens. Alors, c'est un marché réglementé, bien sûr. Je ne dis pas que c'est hyper simple d'y accéder, mais ce sont des marchés récepteurs d'innovation. Donc, projet concret, c'est difficile là en citer quelques-uns, mais en tout cas par secteur, oui, je pourrais vous dire la santé, l'énergie, destinée donc aux industriels, le secteur de la défense, tous les secteurs en fait qu'on vient de voir, je dirais, sont accueillants de projets innovants. Très bien, merci beaucoup. Si nous n'avons pas d'autres questions, je vais vous remercier Claire et Nesliane pour votre intervention. Ah, bah si, on a une autre question. Franck qui vous demande: «L'inflation et les variations de la livre turque sont-ils des freins à l'investissement?» Alors, tout dépend comment vous tournez ça en opportunité, effectivement. Alors, l'inflation, je ne suis pas une financière experte, mais effectivement, on a beaucoup d'entreprises qu'on gère, donc on fait de la gestion de filiales. À partir du moment où vous avez une bonne équipe financière, que vous savez jouer un petit peu sur la devise, vous allez avoir une comptabilité en fait qui va être tenue euh, en, en TL et à la fois en devise en Turquie, puisque en fait les entreprises quand elles exportent, elles facturent en euros. D'ailleurs même leurs clients en Turquie, hein, elles price en euros et puis elles facturent en livres turcs. Donc vous allez avoir, en fait, il va falloir bien gérer les deux comptabilités. Après, vous avez donc des méthodes, hein, je dirais, de protection bancaire, etc. Mais encore une fois, c'est pas mon domaine d'expertise, mais donc vous pouvez, si vous arrivez à jouer avec cette volatilité de la devise et l'inflation locale, ce ne sont pas des freins. Là où c'est un frein, effectivement, si vous êtes sur des marchés directement avec le consommateur final et qu'effectivement l'inflation est un peu difficilement maîtrisable, il faut en fait revoir vos prix sans cesse. Donc ça peut être un petit peu fatigant, mais en fait le marché suit assez bien. On est habitué à voir l'inflation tous les jours, chaque semaine. Donc c'est un marché en fait qui est habitué à ça. Donc c'est pas forcément une barrière. Il faut simplement bien jouer effectivement sur les différents mécanismes. Merci pour cette réponse. On a Christophe qui nous demande s'il est préférable d'investir en joint venture. Tout dépend. Tout dépend de votre projet, de votre secteur. Généralement, pour répondre à la question de manière un peu vague, mais les entreprises qui nous approchent avec des projets de joint venture sont généralement celles qui souhaitent, euh, qui ont un projet très précis, qui souhaitent arriver soit en tant que leader sur le marché, donc qui ont identifié ou nous demandent d'identifier euh, donc un concurrent massif sur le marché. Dans ces cas-là, oui, ça peut être une stratégie, mais c'est très difficile de répondre sans avoir un contexte là-dessus. Mais effectivement, c'est un type d'investissement, en tout cas, qui est bien vu en Turquie euh, par l'administration, par la bureaucratie. Effectivement, le fait d'avoir une joint venture ou d'arriver directement en investissement étranger, c'est très bien vu. Très bien, merci beaucoup. On arrive à la fin du webinaire. Donc, je vous remercie encore une fois, Claire et Nesliane, pour votre intervention. Je remercie nos participants d'être venus sur ce webinaire et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous. Merci, Au Mamie. revoir.